L'idée étant de partager avec vous la situation actuelle du pays en la confiance numérique, les mécanismes qui existent et quelles sont les contraintes et les solutions qui sont envisageables. Donc, le public aussi sera invité à interagir avec les panélistes au bout de leur présentation. Je vous donnerai la parole afin que vous puissiez vous aussi partager vos expériences, vos contributions et poser des questions si nécessaire. Donc voilà, chers panélistes, nous n'avons pas défini. Ah, j'avais oublié. Ça, c'est un crime très grave. Donc, heureusement, nous avons la chance d'avoir une femme parmi nous qui est plus que les hommes, ce qui n'est pas toujours présent. Donc, avec Mme Aïda, qui est responsable de la région, corrigez-moi si je me trompe, Afrique Moyen-Orient de Facebook, n'est-ce pas? Oui, oui, Europe, Afrique, Moyen-Orient, pour tout ce qui est désinformation, lutter contre la désinformation. Voilà, puisque vous avez la parole, gardez la parole, donc je vais vous donner la parole en premier. Donc, le thème intéresse la confiance numérique. Aujourd'hui, quelle est l'approche de Facebook qui est vraiment le premier opérateur en termes de réseaux sociaux, en termes de plateformes numériques? Quelle est l'approche de Facebook pour garantir cette confiance? Eu égard au développement récent, justement, qui intéresse les réseaux sociaux. Merci beaucoup, professeur Niane. J'espère que vous m'entendez. Oui, le son est bon. Parfait. Tout d'abord, merci pour l'invitation et j'ai raté vos propos introductifs, mais pour répondre à la question plus spécifiquement et pour peut-être introduire ce que je fais à Facebook pour commencer, c'est que je m'occupe maintenant des programmes de Facebook qui ont attrait à tout ce qui est la lutte contre la désinformation, donc les fausses nouvelles, les fake news en ligne, et aussi tout ce qui est au programme qui permettent de faciliter l'accès aux données. Donc, la thématique d'aujourd'hui m'est particulièrement très chère parce qu'elle repose au cœur même de mon travail. Je pense que quand on parle du côté quand on parle de confiance numérique, l'expérience de Facebook est toujours très pertinente parce que d'une certaine manière, la popularité de Facebook a rendu l'Internet très accessible à tout le monde, mais aussi la popularité de Facebook et je dirais la force que les réseaux sociaux ont eu a aussi démontré que l'engouement initial que les uns et les autres avaient par rapport à la technologie et cet optimisme très acharné est justifié, mais aussi c'est un optimisme qui doit être empreint d'un certain pragmatisme. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour Facebook, je suis sûre que beaucoup le savent, Facebook aujourd'hui est le réseau social le plus populaire au monde avec presque 3 milliards d'utilisateurs un peu partout dans le monde. Et c'est aussi le réseau social où les gens vont lorsqu'ils veulent discuter des thématiques de politique. Et on l'a vu aussi lors des élections américaines de 2012 où on a eu... excusez-moi, les élections américaines passées, pas celle-ci, où on a eu l'affaire de Cambridge Analytica. C'est ce qui a vraiment mis la question de confiance numérique au cœur de la stratégie des entreprises telles que Facebook, parce que c'est ce que Cambridge Analytica a démontré, c'est que en tant qu'acteur privé, il y a une nécessité d'avoir une plus grande confiance en termes de ce qui est de tout ce qui est utilisation des données, mais aussi en tant que société, il y a aussi cette nécessité d'établir de nouvelles règles par rapport à la gestion de l'Internet. Alors pour Facebook, pour répondre à la question plus spécifiquement, quand on parle de confiance numérique aujourd'hui, c'est une stratégie qui est axée sur 3 points. Le premier point va peut-être vous surprendre, c'est la régulation. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs privés, d'entreprises de secteur privé, les GAFA de manière générale, et Facebook en particulier, a vraiment
est en train de pousser un nouveau concept de smart regulation. Et ce que ce concept de smart regulation ou bien de régulation qui soit intelligente veut dire, c'est que la régulation est nécessaire pour avoir une certaine confiance sur l'utilisation des nouvelles technologies. Mais on le sait aussi que toute régulation peut être une source de frein par rapport au développement de ces régulations-là. Donc aujourd'hui, les acteurs comme Facebook ont une approche où on dit aux régulateurs, que ce soit en termes de protection des données, que ce soit en termes de protection des consommateurs, est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble sur la même table et discuter de quel sera le futur des nouvelles technologies? Parce que nous, en tant que secteur privé, on a cet avantage d'être au cœur de l'action. On comprend comment la technologie évolue, on comprend aussi les opportunités, mais parfois aussi, on comprend très bien les dangers. Donc, comment est-ce que nous, on peut vous aider en tant que régulateur à créer ces nouvelles règles qui vont déterminer le jeu du numérique, entre autres? Donc ça, c'est la question de la régulation, mais on sait que toute régulation prend énormément de temps et que ce sera une question à long terme, et je pourrais en revenir un peu plus tard sur ce qui se fait sur ça, surtout en Europe. Mais il y a aussi d'autres aspects que les entreprises privées peuvent déjà prendre pour établir cette confiance numérique et la consolider. L'une d'entre elles est la lutte contre les fake news et les fausses nouvelles, qui reste un aspect qui est très important quand on parle de confiance sur l'utilisation des réseaux sociaux plus particulièrement. Alors, Facebook a développé des programmes de fact-checking, de vérification des faits, où on travaille avec des fact-checkers pour assurer la probité de la plateforme et on déclasse des informations. Parfois, on les supprime lorsqu'elles sont contraires aux standards de la communauté. Et donc ça, c'est un peu, je dirais, la responsabilité de l'entreprise, les programmes même internes que l'entreprise prend en compte. Et de la même manière aussi sur tout ce qui est protection de données, où l'entreprise a développé maintenant des programmes internes pour consolider les processus de développement de produits et d'accès aux données. Et le troisième angle de l'entreprise, c'est vraiment tout ce qui est éducation, parce que je pense que le plus grand problème de l'Internet et surtout le plus grand problème quand on parle de confiance numérique, c'est qu'il y a un manque de compréhension sur ce que le numérique est. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. Pour beaucoup de populations lambda, on parle des données. On parle de l'utilisation des données et pourtant, il y a beaucoup de mythes qui circulent où beaucoup pensent que si un service est gratuit, donc peut-être que c'est parce que c'est vos données qui sont les prix. Donc, ce genre de mythe continue d'évoluer tout le temps. Et un autre aspect, c'est vraiment éduquer les utilisateurs sur les internautes, je dirais de manière générale, sur comment est-ce que l'Internet marche, que oui, les données font partie de l'économie de l'Internet et qu'aujourd'hui, si vous voyez une publicité sur Facebook, c'est que ces publicités ont utilisé vos données et que vous avez signé un contrat avec Facebook lui permettant d'utiliser ces données-là. Et donc, l'idée derrière ça, c'est qu'une meilleure éducation du fonctionnement de l'Internet pourra permettre aux internautes de manière générale à avoir beaucoup plus confiance en ces services-là, mais aussi d'être beaucoup plus confiants sur quels sont leurs droits et les devoirs. Je vais m'arrêter là sur ces 3 ans de création de régulation, de programmes en interne, mais aussi d'éducation au numérique entre les internautes et les entreprises comme Facebook qui fournissent un service. Merci. Donc, nous avons pris bonne note des axes développés par Facebook. Toujours pour rester dans le secteur privé, j'avais interpellé M. Chomara. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, l'information est un bien numérique, donc qui est vraiment le fond de commerce des entreprises de médias. Donc, même si ces entreprises assurent une part de services publics, donc il y a un modèle économique qui est aussi basé sur la commercialisation de l'information. En même temps, les médias représentent une puissance. On parle même des quatrièmes pouvoirs et un facteur d'influence. Donc aujourd'hui, quel est l'apport des médias, l'apport en fait, du secteur privé de l'information dans l'instauration, dans le processus d'instauration de confiance numérique? Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Ce que je retiens tout simplement, c'est qu'avec cette situation de Covid-19, nous avons pu constater qu'il y a énormément de choses qui sont passées. L'information
l'information a beaucoup circulé, mais il faut retenir tout simplement qu'il y a beaucoup de données qui sont entre les mains d'autres organisations, d'autres plateformes. Et nous, en tant que médias, en tant que journalistes, nous avons quand même fait énormément de choses sur le côté sensibilisation. Nous avons aussi, comme d'autres entreprises, aussi recueilli des données, mais aussi nous avons aussi essayé de gérer un peu la sécurité de certaines données. Mais il faut constater tout simplement que dans ce monde où nous sommes quand même à cette confiance numérique, il faut qu'on en parle parce que souvent nous donnons, nous ne savons pas où vont, par exemple, le finir, où vont atterrir nos déjà utilisés, nous l'avons exposé sur notre plateforme. Mais je voudrais tout simplement évoquer quand même par rapport au rôle que les médias ont pu jouer dans ce qu'on appelle cette confiance numérique. C'est que c'est surtout ce côté à sensibilisation. Nous avons énormément sensibilisé parce que souvent on voit par rapport à beaucoup d'acteurs sur Internet qui exposent, qui donnent beaucoup de choses, des informations, c'est le privé, le vie privé qui expose, c'est aussi des vidéos, des photos entre autres que les gens exposent sur d'autres plateformes sans pour autant savoir. Par exemple, tout ce que nous donnons, c'est des choses qui peuvent nous échapper. Donc, pour nous, quand même, c'était très intéressant de voir encore des sensibilisations, mais de voir aussi que nous, en tant que médias, nous avons joué un rôle qui est un rôle de veille, un rôle de sensibilisation et un rôle d'alerte aussi par rapport à tout ce qui se fait à l'écran. Donc, voilà pour le moment ce que nous avons pu retenir. Et autre chose aussi que nous pouvons ajouter en tant que médias, c'est que quand on parle un peu de la confiance numérique, nous ne pouvons pas quand même ne pas parler de l'intégrité en fait. Une entreprise qui n'est pas très transparente, qui n'est pas intègre, cette entreprise aussi peut, par exemple, créer beaucoup de risques parce que nous savons que les technologies de l'information et de la communication sont des atouts, oui, mais aussi c'est des risques aussi que nous courons et nous savons plus ce que cela peut donner. Si par exemple nous envoyons par exemple une carte d'identité, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et puis par rapport à la situation de la pandémie, si je reviens en arrière pour voir un peu tout ce que nous avons exposé comme données, est-ce que ces données-là ont été détruites? Est-ce que ces données-là ont été volées? Est-ce que ces données-là ont été utilisées à d'autres fins? Tout ça, c'est autant de questions que nous avons aujourd'hui l'obligation de nous poser. Merci. Nous constatons de plus en plus que l'État a tendance à décentraliser la gestion de la confiance. Avec la création d'autorités qui sont capables d'interagir avec les différents acteurs selon le modèle de la régulation tel que la politique par l'État. Donc, je me tourne vers le directeur juridique de la RTP. Il y a les citoyens sont de plus en plus méfiants par rapport aux opérateurs de télécom. Les rapports étant un peu asymétriques, les citoyens ont tendance à suspecter les opérateurs voient l'État d'abus ou genre, etc. Donc, quelle est aujourd'hui la posture de la RTP pour nous assurer en fait? Merci beaucoup, professeur. D'abord, permettez-moi de remercier c'est tout l'auditoire. Donc, le travail, ils ont tenu à être là. Moi, je voudrais commencer par vous remercier. Voilà. Je voudrais aussi du coup l'honneur que j'ai participé à ce panel. Je connais ceux qui sont autour de l'ECT parce que je les connais tous, je connais leurs valeurs. Et je connais aussi leur apport sur le plan scientifique. Comme vous l'avez dit, je pense que parler de la confiance numérique suppose la mise en œuvre de plusieurs leviers. Et quand on parle de plusieurs leviers, c'est des leviers qui viennent aussi de plusieurs acteurs. Voilà. Et c'est ça qui justifie un peu le caractère homogène, hétérogène des participants. Si on est du côté de l'État, c'est d'abord la définition des orientations, ce qui concerne
confiance numérique, il s'agit également de mettre en place les outils réglementaires. Si on est du côté des régulateurs, c'est l'application de la réglementation. Et je pense que Aïda nous a interpellés par rapport à une application intelligente des textes. Les régulateurs que nous sommes, vous comme nous, c'est des faits pour nous. Vous êtes le régulateur horizontal qui s'intéresse à tous les domaines. Nous, on est dans le domaine du secteur des télécommunications et des postes. Mais ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'au-delà de l'application des textes, la régulation va au-delà des cherches, l'équilibre et le bien-être. Notre objectif final, c'est que le consommateur se retrouve dans les prestations qui sont rendues ou qui sont servies par les opérateurs. Mais cette régulation intervient aussi dans le cadre de la garantie de transparence. Aujourd'hui, quand on parle de confiance numérique, d'instaurer la confiance numérique, c'est parce qu'on pense au contexte, c'est un contexte de neutralité du net. Les principes fondamentaux d'accès ou de liberté sont garantis à la population à travers des textes. Aujourd'hui, le Code des communications électroniques consacre fondamentalement le principe de la neutralité du net. Autrement dit, les restrictions deviennent exceptionnelles. Et les dites restrictions ne peuvent être justifiées que pour des raisons d'ordre public, voilà, ou pour des raisons de congestion, conformément au Code des communications électroniques. Et en ce qui concerne les opérateurs, leur cahier des charges leur impose en tout cas des garanties de sécurité en faveur de la population. Au-delà du régulateur des télécommunications, nous sommes, tous les régulateurs fonctionnent de la même manière, parce que si on déplace le débat sur le terrain de l'audiovisuel aujourd'hui, le régulateur de l'audiovisuel, effectivement, veille sur le contenu. Mais veiller sur le contenu, ce n'est pas aussi restreindre la liberté des consommateurs. Donc, du coup, c'est une tâche très ardue. Et la conclusion qu'on retient fondamentalement, c'est que cette confiance numérique demande une co-construction, une co-régulation, s'il s'agit de régulateurs, où chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas aisé, mais je sais qu'il y a des outils juridiques, des outils économiques, des outils aussi techniques, comme des outils sociaux qui contribuent quand même à asseoir cette confiance numérique. Voilà. Mais ce qui convient de retenir aujourd'hui, c'est que les OPT, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui au niveau national qui les encadre de façon stricte. Voilà. Donc, nous, la nécessité de réfléchir ensemble, peut-être au niveau communautaire, sur la question de la régulation. Je ne dis pas régulation au sens restrictif du terme, c'est comme elle l'a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dépassé ce concept de régulation digitale. On va vers le sens de la compliance, c'est-à-dire accompagner les acteurs à respecter la réglementation de façon intelligente, mais de façon à promouvoir l'innovation, mais de façon aussi à garantir les droits fondamentaux des consommateurs. Mais dans ce concert-là, il y a peut-être des repères qu'il faut avoir. Par exemple, aujourd'hui, la problématique de l'externalisation des infrastructures par les opérateurs de communication électronique pose quelques soucis. Voilà. Je pense que tout à l'heure, Choumaro en a parlé, c'est-à-dire que nos données sont où, comment sont exploitées nos données, ça pose quelques soucis. Et ça interpelle l'État aussi par rapport à sa souveraineté numérique. L'État aussi à ce rôle de garantie de la souveraineté numérique. Donc, du coup, cette notion de confiance numérique interpelle tous les acteurs. Néanmoins, il y a des efforts qui ont été faits parce que quand on pense à un domaine, on essaie de voir quels sont les outils qui ont été mis en place. Voilà. Je parle peut-être sous votre contrôle, mais je sais que
nos États ont fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne toujours pour asseoir la confiance numérique, en ce qui concerne la cybercriminalité. Et vous savez que, même vous le répétez souvent, notre État a adhéré à beaucoup de conventions au niveau international, des conventions sur la cybercriminalité, sur de façon générale la protection des données personnelles. Et peut-être au niveau africain, c'est la convention de Malabo sur la cybersécurité. Et une bonne partie est consacrée aux données personnelles. Je ne vais pas empiéter sur l'exposé certainement de Michel Diop, peut-être qu'il sera complété par Michel le modérateur, je connais bien. Mais aussi au niveau international, le Sénégal effectivement avait adhéré à la Convention de Budapest. Donc, qu'est-ce qu'on a en Afrique? Est-ce qu'on fait approprier les outils de collaboration posés par ces conventions? Voilà, donc, il y a beaucoup d'interrogations qu'on se fait. Sans oublier la Convention 108 du Conseil de l'Europe. Voilà. Vous connaissez mieux que moi ces aspects-là. Et que aussi, on vit dans un monde de convergence, où aucun secteur ne peut vivre en vase clos. Nous, aujourd'hui, régulateurs des télécommunications, on est obligé de collaborer avec les régulateurs financiers de la Banque centrale. Parce que même si dans les services financiers, c'est peut-être on parle de finances, mais le support il est électronique. Dans le commerce électronique aussi, j'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt particulier sur le commerce électronique. Mais on voit que le support il est toujours technique. Donc, une collaboration est nécessaire. L'audiovisuel aussi, c'est fondamental parce qu'on ne gère pas le contenu, mais le support, on le gère. Donc, du coup, les différents secteurs sont obligés de se parler. Malheureusement, on a la malchance d'intervenir à la fin. Je ne peux pas trop développer, mais peut-être avec le second tour de table, vous pouvez en dire de Merci. Donc, vous avez interpellé M. Diop en évoquant la question des données personnelles. Aujourd'hui, il est fortement question de données à caractère personnel en raison non seulement de l'imprécision de ce terme, mais aussi en raison de la transversalité du rôle joué par la CDP. Alors, M. Diop, comment la CDP rassure les citoyens sénégalais, comment la CDP contribue à l'instauration d'une confiance numérique? Merci, professeur. Je salue tout le monde, celui des membres du panel. Bonjour. Alors, pour ce qui est du rôle de la CDP dans le cadre de la confiance numérique, parce que la CDP a comme mission de veiller à ce que les données personnelles de façon très simple soient protégées, veiller à l'application de la loi sur la protection des données personnelles de la loi de 2008 du 25 janvier 2008. Mais permettez-moi, professeur, avant de pouvoir répondre à cette question, de pouvoir essayer d'identifier le pourquoi de cette question. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la confiance? Pourquoi les gens n'ont pas confiance à l'utilisation du numérique quand il s'agit de caractère personnel? Alors, le premier constat que nous faisons, c'est qu'il y a une utilisation, une violation plutôt accrue sur les données personnelles concernant la confidentialité et la sécurité des données. Quand on regarde de plus près les cas de plainte que la CDP reçoit aujourd'hui, je prends l'exemple du dernier trimestre, nous avons reçu 24 plaintes portant sur la violation des données personnelles. Ces plaintes qui portent essentiellement sur l'usurpation d'identité, sur la prospection commerciale, sur la violation de la vie privée, etc. À partir de ce moment-là, on constate qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une violation accrue de ces données à caractère personnel. Aujourd'hui, quand j'achète en ligne, est-ce que le cyberacheteur a confiance dans la plateforme à laquelle il va s'abonner? Est-ce qu'il a une certaine confiance à pouvoir partager ses informations bancaires, ses données bancaires? Donc là, également, il y a un souci par rapport à la sécurité et à la confidentialité de ces données. Alors, quel est le deuxième constat par rapport à ce manque de confiance dans l'utilisation du numérique lorsqu'il s'agit des données personnelles? Il y a
ce qu'on appelle aujourd'hui les analyses comportementales, notamment de profilage. Elle en a parlé avec l'exemple de Cambridge Analytica durant les élections aux États-Unis. On constate aujourd'hui que voilà, les préférences des citoyens et des personnes sont étudiées pour essayer d'analyser quel est le profil donc, de ces personnes-là. Et quand on a ce constat, on se dit voilà, est-ce que maintenant c'est sûr d'utiliser les plateformes, les réseaux sociaux, de partager nos données, etc. Là également, cela va susciter un manque de confiance de la part des utilisateurs de ces plateformes. Comme notre constat, c'est la marchandisation des données. Aujourd'hui, on partage nos données partout, dans les plateformes, dans les sites d'inscription, etc. Mais on se dit, est-ce que ces données-là ne sont pas vendues? Elle était tout à l'heure disait, si le service est gratuit, peut-être. Voilà. Ça, c'est un argument souvent qui est posé sur la table, mais qui mérite également des réflexions par rapport à cette marchandisation des données. Je me rappelle les premiers cas de plainte que nous avons reçus à la CDP durant l'année 2014 portaient sur ça. Donc, des bases de données qui se vendaient à l'OCHA. Il fallait assainir le secteur et réguler. Alors, pour venir donc à la réponse sur la question posée par le professeur Yann concernant le rôle de la CDP, ici il s'agit de savoir comment susciter cette confiance. Comment susciter cette confiance? Donc, c'est quel est aujourd'hui le rôle de la Commission de protection des données personnelles pour susciter cette confiance numérique par le truchement de l'utilisation du traitement des données à caractère personnel. Déjà, dans un premier point, il y a le centre de cadre juridique sur la protection des données personnelles, la loi 2008-12 dont je parle aujourd'hui, qui fait la Commission de protection des données personnelles. Et ce cadre juridique rassure par exemple les investisseurs étrangers qui sont dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, nous l'avons vécu il y a 2 années ou 3 années de cela. Des entreprises qui souhaitaient s'installer au Sénégal, des entreprises qui sont dans le secteur du numérique, mais qui étaient plus encouragées parce qu'il y avait un cadre juridique qui protège les données personnelles, notamment dans le domaine de l'offshore, dans le domaine des centres d'appel. Quel est également notre levier pour susciter la confiance et l'accompagnement de l'innovation technologique. Comme Khalid l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une démarche de régulation stratégique du secteur. La CDP également aujourd'hui accompagne l'innovation technologique pour que les entreprises privées, les responsables de traitement puissent innover. Et à partir de ce procédé-là, la CDP se présente comme un partenaire de confiance pour accompagner l'innovation technologique. Tout le temps, on nous présente des projets sur l'intelligence artificielle, sur l'Internet des objets, etc., qui utilisent essentiellement des données personnelles, même si elles sont utilisées. Mais la CDP également accompagne ces initiatives pour pouvoir faire avancer l'innovation. La régulation et la co-construction, je vous parle qui veut une démarche inclusive de la part des acteurs. Mais également, un autre point qui est très important, qui est la protection des droits individuels. Parce que quand il s'agit de confiance, il y a la confiance des utilisateurs, des personnes physiques, il y a la confiance des entreprises privées, des personnes morales. Et quand il s'agit de données personnelles, là, on est dans le cadre de la confiance des utilisateurs, de la confiance des personnes physiques, qui bénéficient de droits consacrés par les textes et qu'il faudra matérialiser par les modalités d'exercice. Aujourd'hui, la CDP, à travers une division du contentieux, fait beaucoup d'actions pour accompagner les usagers, pour accompagner les citoyens dans le cadre des plaintes et des signalements qui sont déposés et qui sont relatifs à la violation de la vie privée. Et pour finir, par rapport à cette question-là également, en termes d'action, d'accompagnement, de suscitation de la confiance, de la sensibilisation, on ne cesse de le dire et de le répéter, et il y a l'éducation au numérique. Quand on parle d'éducation au numérique, nous nous sommes dit que la CIBIGEN est très, très, très importante. Il faudra commencer par le bas âge, par la basse échelle, si je peux m'exprimer ainsi, pour susciter donc cette, si je peux dire, cette confiance de la part des jeunes.
utilise de façon responsable l'Internet et les réseaux sociaux et le numérique en général. Voici ce que je voulais dire. Merci. Donc, ce que nous avons aujourd'hui de ce premier tour de table, c'est que des idées sont en train d'être mises en place, que ce soit du côté du côté de l'État. Malheureusement, nous n'avons pas un représentant de l'État central pour partager avec nous les politiques publiques qui sont dédiées à la confiance numérique, mais les régulateurs incarnent en fait cette politique de l'État. Il y a un autre fait, donc je vais redistribuer la parole, mais pour 2 minutes par intervenant afin que les publics puissent interagir. Et en parlant de public, les citoyens sénégalais nous suivent en ligne et peuvent poser des questions sur le chat. Nous allons répondre à ces questions. Le mouvement actuel, c'est un mouvement qui est dédié à l'autodétermination informationnelle. Les citoyens réclament le contrôle de leurs données, le contrôle de l'information, parce que peut-être que les outils qui ont été présentés n'offrent pas une satisfaction optimale. Toujours est-il qu'il y a ce mouvement qui envie. Donc, quelle est la réaction aujourd'hui des différents acteurs par rapport à ce mouvement? Donc, si Aïda est avec nous. Aïda? Oui, je suis là. Je peux commencer. Merci, professeur, pour la parole. Et vous avez parfaitement raison. On remarque au niveau international, ainsi bien qu'au niveau national, cette nouvelle vague de souveraineté numérique qui se traduit généralement par cette autodétermination, cette demande, cette réclamation des données. Et c'est une question qui est importante, mais aussi je pense que c'est une question dont il est nécessaire de mesurer la complexité de ce qui est demandé. Je peux intervenir en tant que secteur privé sur cette question, et ce que je veux dire, et ce que j'aimerais dire, c'est que quand on dit souveraineté, il est important de comprendre. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Quand on parle de souveraineté, il est très important de se poser la première question de que veut dire souveraineté? Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté numérique? Est-ce que c'est l'habilité de savoir un peu, et je reviens sur ce que Maître Diop disait, est-ce que c'est l'habilité de savoir qu'il y a un profilage qui se passe en ligne? Est-ce que c'est l'habilité de savoir où sont vos données? Comment est-ce que vos données sont utilisées? Dans ce cas-là, c'est une question de transparence qu'on veut dire. Donc, il y a ce besoin de transparence sur comment est-ce que les données sont utilisées. Est-ce que souveraineté veut dire responsabilisation, mais aussi dans le cas où il y a des vols de données ou bien d'autres utilisations des données qui sont de mauvaises intentions et de pouvoir avoir un recours? Est-ce que c'est ce qu'on entend parler par souveraineté, ou bien est-ce que souveraineté veut dire localisation des données et c'est-à-dire construire des data centers et d'avoir des données là-dessus? La première chose à dire, c'est que lorsqu'on parle de souveraineté comme localisation des données, je vais être complètement honnête, du côté d'un secteur privé, c'est presque impossible d'avoir ça, parce qu'aujourd'hui, l'Internet fonctionne de manière à ce qu'il y ait un transfert de données entre plusieurs États, plusieurs pays. L'Internet ne connaît pas de frontières, et aujourd'hui, si on parle de e-commerce, si on parle au-delà même des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait ce flux de données. Et si on a besoin de ce flux de données, c'est important que les données puissent bouger d'un État à un autre. Maintenant, la question à savoir, c'est est-ce qu'on a une réglementation internationale qui peut permettre de garantir ce flux de données? Le directeur juridique de l'RTP, M. Khalidou, faisait état des conventions qui existaient. Mais je pense que d'un côté du secteur privé, on comprend parfaitement que même si ces conventions existent, la convention 108, Budapest, etc., et ainsi que celle de Malabo, il y a ce besoin d'avoir beaucoup plus de clarté en termes de régulation pour faciliter ce flux, mais aussi pour faciliter cette responsabilisation des acteurs privés. Maintenant, si on parle de transparence sur l'utilisation des données, le secteur privé est complètement d'accord dans le sens où l'Internet,
s'est développé très rapidement et est devenu très complexe très rapidement, que c'est très difficile aujourd'hui pour un citoyen lambda de comprendre comment est-ce que, par exemple, un acteur X est en train d'utiliser les données. Mais tout ce que je veux dire en tant que réponse du secteur privé, peut-être que ce n'est pas une réponse, mais je pense que c'est quand même une autre contribution qui est utile, c'est que quand on parle de souveraineté, on a besoin d'être précis sur nos mots et de savoir exactement ce qu'on veut dire, parce que ça nous permettra de développer des règles et des régulations qui vont permettre de résoudre les problèmes précis qu'on veut résoudre par rapport à ce gros terme-là. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je demande plus de clarté. D'accord, merci. Donc, je passe à la parole à Jean-Marc, toujours sur la même interrogation. Donc, quelle est la réponse ou la solution des médias face à cette défiance des citoyens qui prennent sur eux d'assurer leurs propres conditions de confiance? Je voudrais passer à ce que je peux tout simplement évoquer. C'est vrai, Aïda a parlé tout à l'heure, a posé des questions sur ce qu'il appelle la souveraineté numérique et les précisions très claires. Moi, ce que j'entends par là, c'est quand par exemple j'ai la possibilité de pouvoir gérer mes propres données. Si j'ai un data center à côté, je n'aurai pas des interrogations pour voir un peu que sont devenues mes données. Donc, par exemple, est-ce que mes données sont en train de... Si par exemple j'arrive à contrôler tout cela, pour moi je pense que j'ai une autorité numérique parce que mes données ne seront pas ailleurs. Je ne peux pas dire est-ce que donc je n'aurai pas de questions à poser parce que je sais où elles sont complètement. Par rapport maintenant à la question du professeur, je pense que les médias, ce que les médias peuvent faire, c'est tout simplement, pour le volet sensibilisation, on avait évoqué tout à l'heure. Mais bon, il y a aussi cet aspect aussi de pouvoir gérer un peu les bonnes et les mauvaises informations. Parce que très souvent, nous avons par exemple des différentes sources avec qui nous travaillons très souvent et nous recevons de ces sources-là plusieurs informations. C'est à nous maintenant de faire un peu la part des choses, quelles sont les bonnes informations, quelles sont les mauvaises informations. Et sur cela aussi, il y a ce qu'on appelle cette notion de censure. Ce n'est pas toutes les informations que nous recevons que nous diffusons. Donc, nous savons faire la part des choses. Donc, c'est des choses quand même, et on multiplie toujours ça. Et on encadre aussi pas mal de jeunes aujourd'hui qui sont des acteurs des médias d'une manière générale. Merci, M. Maro. Donc, M. Gué, est-ce que les régulateurs ou le régulateur de peut-être ne risque pas d'être cantonné dans un rôle de gestion purement des infrastructures si les populations sentent qu'ils peuvent avoir des outils alternatifs pour gérer le rapport avec les opérateurs? Merci pour ça. Moi, je pense que votre question est précise, mais elle a été déplacée sur le thème de la souveraineté. Mais votre question est précise. Et moi, la réponse que je dois aussi, c'est une réponse précise. Aujourd'hui, les citoyens ont la possibilité d'assurer leur propre sécurité. Mais il revient aux différents acteurs, ceux qui sont autour d'assurer qu'on soit OTT, comme les GAFA, donc qu'on soit OTT, qu'on soit État, qu'on soit opérateur, il y a des garanties qu'on doit donner. En ce qui concerne les opérateurs, les difficultés posent moins. En ce qui concerne l'État, l'État aussi déploie des outils à sa disposition, notamment les outils juridiques, techniques, même les outils sociaux. Mais pour le régulateur, c'est fondamentalement de suivre les opérateurs. C'est-à-dire que, puisque les opérateurs manipulent beaucoup de données à caractère personnel, le régulateur est obligé d'en faire une obligation et de suivre en relation avec la CDP. C'est ce qui légitime, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui légitime fondamentalement cette régulation. Parce qu'à nous seuls, on ne peut pas garantir aux citoyens
pas cette confiance numérique ou bien cette sécurité numérique. Mais de concert avec notamment la CDP, on peut y arriver. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les cas des opérateurs, effectivement, il y a des obligations en ce qui concerne la protection des personnes, mais aussi la protection de la vie privée en général. Mieux, on a un centre de supervision du contrôle du trafic des opérateurs, donc qui a effectivement cette attribution de supervision et de contrôle, mais aussi c'est un centre qui lutte contre la fraude. Donc, du coup, c'est un ensemble de mécanismes qu'on a mis en place, mais la pression qu'il faut mettre sur les opérateurs et effectivement aussi de recueillir les plaintes y afférentes et de les gérer en relation avec la CDP. Voilà. Donc, c'est une question assez particulière qui ne peut pas être prise en charge par le citoyen lui-même, mais par les acteurs qui sont autour. Quand on déplace aussi le curseur sur le terrain de l'audiovisuel, effectivement, c'est ça. Les citoyens n'ont pas cette possibilité. Mais ceux qui gèrent, par exemple, la presse en ligne, ils ont cette possibilité, ils ont même ce devoir de protection ou d'assurer cette confiance. Merci, M. Diop. Rapidement, donc, plus particulièrement pour les données personnelles, donc, est-ce que l'autodétermination ou le transfert du contrôle des données personnelles vers les citoyens présente plus d'efficacité et pourrait justifier éventuellement la disparition de la CDP ou son changement de rôle ou de philosophie, ou est-ce que la CDP est toujours outillée pour rassurer les citoyens et même les accompagner dans ce mouvement de détermination? Alors, merci, professeur, pour la question. Concernant le pouvoir d'autodétermination des personnes physiques par rapport à la protection de leurs données personnelles, je rejoins la position de Foussula de la RTP. Le citoyen à lui seul ne peut pas, ici dans ce champ-là, dans le cadre de la protection des données personnelles, ne peut pas à lui seul préserver donc, tout ce qui touche à la sécurité, à la de ces données. C'est la raison pour laquelle nous avons sur la protection des données personnelles notre commission à la CDP d'accompagner, de conseiller les personnes à la protection de leurs données personnelles. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les caractères de signalements que nous observons la plupart du temps, nous nous rendons compte que les citoyens ne sont pas assez outillés pour pouvoir eux-mêmes se charger de la protection, de la confidentialité, de la sécurité de leurs données. Et juste un exemple, quand il s'agit de l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple Facebook, Snapchat, Twitter, etc., la plupart du temps, comme on le fait tous, c'est le constat que nous faisons tous, on ne règle pas nos paramètres de confidentialité, par exemple, alors que les plateformes nous donnent cette possibilité-là. Donc, dès l'instant que le citoyen n'a pas les outils pour pouvoir gérer sa propre confidentialité, gérer sa propre sécurité des données. Donc là, il faudrait que le régulateur, il faudrait que l'autorité de protection de la personne puisse l'accompagner afin que ces données soient préservées, soient protégées. Donc là, à ce niveau, le rôle du régulateur, le rôle de la CDP est très important. Il faudra dire en un autre mot pour pouvoir peut-être avoir une vue plus critique par rapport à la CDP, c'est pour dire qu'il faudrait plus que la CDP informe et sensibilise ce que nous faisons, sensibilisons. Et je me dis que voilà, il y a des choses à faire encore. Et ces choses à faire, nous devons les faire avec l'accompagnement des partenaires, avec l'accompagnement des relais. C'est la raison pour laquelle la CDP a noué des partenariats avec, par exemple, les écoles de terrain, etc. Nous avons également des campagnes de sensibilisation au niveau des établissements potentiellement moyens secondaires et au niveau des universités. Toujours pour pouvoir faire passer le message, accompagner des personnes concernées, comme on dit, par rapport à la sécurité, à la confidentialité de leurs données.
Parce que si on entre dans ce débat sur la souveraineté numérique, quand on parle de souveraineté numérique, l'approche que j'en ai, c'est que nous devons avoir la maîtrise et le contrôle de nos données. D'accord? Nous avons vu qu'au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, il a été invalidé dans l'accord d'échange de données entre l'Union européenne et les États-Unis de Privacy Shield, parce que l'Union européenne a quand même sa position, a quand même ses valeurs, ses principes par rapport à la protection des données personnelles. Nous, à notre niveau également, nous devons avoir cette même position. Il ne doit pas être seulement la position du Sénégal, mais de l'Afrique entière, pour que nous puissions mener le combat ensemble. Et je pense que ça a commencé avec beaucoup d'initiatives africaines actuellement, notamment au sein de l'Union africaine, avec l'initiative PIDA, Policy Regulation Initiative for Digital Africa. Ensemble, voilà, voir comment l'Afrique, comment les pays africains devraient aller ensemble sur le terrain, assurer la protection de la machine de la vie privée des citoyens. Merci. Donc, les citoyens ont été interpellés à plusieurs reprises, tantôt comme objet de protection, tantôt aussi comme sujet vulnérable, voire entre guillemets, incapable d'assurer leur propre environnement de confiance. Je donne la parole aux citoyens, donc la salle, la parole est à la salle pour les 10 dernières minutes, afin que les expériences puissent être partagées, les questions posées, les contributions. Voilà, madame, vous avez la parole. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, si le modérateur me rappelle qu'il reste 5 minutes normalement, d'aller directement à l'essentiel, s'il vous plaît. Merci. Bonjour et félicitations. J'ai retenu beaucoup de choses et j'apporte juste une contribution parce que je suis dans le secteur, je suis directrice de société de tiers de confiance. Et étant dans ce poste depuis 2013, pour vous dire que la confiance numérique est une chose très importante dans le domaine numérique. Et de 2013 à 2016, j'étais en train de me mettre en conformité pour que les citoyens aient confiance et que je puisse mériter ma position de tiers de confiance. Donc, remettre en conformité, c'est effectivement ce que vous dites. Le Seigneur, si je me permets, tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il faut que la CDP s'autorise pour avoir une autorisation aussi au niveau de l'écologie. Et il faut avoir une autorisation au niveau de l'autorité, dans le domaine du numérique, et l'autorité d'application utilisée. Et après la loi de 2008, c'est la VIE. Et aujourd'hui, la cellule de cryptologie s'est associée avec la VIE, avec d'autres intervenants tels que les ministères, etc. Donc, pour vous dire que c'est important dans cette confiance-là. Mais à mon avis, l'enjeu de cette confiance numérique, c'est l'identité numérique. Aujourd'hui, c'est ce qui manque au Sénégal, cette identité numérique-là. Il y a beaucoup d'initiatives. Mais si vous voyez par rapport aux gens de la presse, par rapport à la presse, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits. Et qui est derrière? Au niveau physique, on peut savoir qui est derrière, parce qu'il écrit ici et il appose le cachet. Et dans le domaine numérique, celui qui est derrière l'article, il peut signer au nom du professeur qui est là, alors que ce n'est pas lui. Donc l'usurpation d'identité, elle est là, elle est très grande. Et cette usurpation d'identité-là, c'est ça la question aujourd'hui. Dans les SM 2025, on dit on a projeté d'avoir plus de 10 000 identités numériques par an. Je trouve que c'est peu. Il faut que ça soit, c'est ça l'enjeu de cette confiance.
Si on connaît qui est derrière la machine, le citoyen lambda aura confiance et adhère. C'est la même chose par rapport à la carte d'identité. On a des cartes d'identité, c'est des cartes d'identité. Mais peu savent que dans cette carte d'identité-là, il y a une puce. Et cette puce-là, ça sert à quoi? Aujourd'hui, ça sert à lire au Sénégal. Et c'est ça qui devait porter en même temps l'identité pour permettre à tous ceux qui sont derrière de pouvoir signer, en tout cas pour ce qu'ils font, et de l'assumer, et de garder l'intégrité de ces documents ou de ces données. Donc, cette carte d'identité pouvait nous permettre. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de synergie dans les actions. Le numérique est incontournable. Et même en faisant les cartes d'identité numérique, il faut y mettre l'identité numérique en même temps pour permettre cette confiance numérique que nous recherchons. Parce que c'est ça qui va développer le e-commerce, c'est ça qui va développer tout ce qui est économie numérique. Sans confiance numérique, il n'y a pas d'économie. Et aujourd'hui, on ne va pas être derrière. Parce que tout est là. Les lois sont là. CDP est là. La RTP, tout est là. Ce qui reste, je pense, c'est cette culture, c'est cette sensibilisation au niveau des autorités pour qu'ils comprennent l'enjeu. Et c'est ça, en tout cas, nous, notre cheval de bataille. Nous sommes dans la signature numérique, la signature électronique, pour moins assurer qu'un document qui circule sur Internet a une identité numérique et n'est pas falsifié. Et ça garde son nom. Donc, ça, c'est des questions que je voulais partager. C'est une expérience que j'ai vécue et que je voulais partager. Merci, madame. Vous avez fait porte-parole des autres participants. Malheureusement, pour des questions liées au temps, donc je ne pourrais pas distribuer la parole davantage, mais je pense qu'elle a touché un point très sensible qui est très, très important dans les politiques publiques. Donc, raison pour laquelle j'avais souhaité qu'on ait l'autorité de l'administration centrale, l'État civil, le ministère de l'Intérieur, l'ADI, justement pour partager cette information. Mais vraiment, 30 secondes, je vous en prie, chers collègues, 30 secondes pour le mot de la fin chacun. 30 secondes. Donc, pour une fois, je vais faire honneur aux dames, mais dans le sens inverse, elle va parler en dernier. Donc, Mohamed, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est juste rappeler la CDP en partenariat de confiance, c'est de confiance aujourd'hui. Bien fait que le ministère soit des emplois sociaux, parce qu'avec la stratégie sur le numérique, il y a évité la confiance numérique. Aujourd'hui, pour ce qui est de la confiance numérique, pour les entreprises privées, pour la société civile, pour les citoyens de la confiance. Et tout simplement, pour une confiance numérique, il faut tout simplement la réalisation des experts sur le domaine de la sécurité. Il faudrait aussi avoir une collaboration, mais aussi le renforcement de capacité numérique, mais aussi connaître carrément les menaces de pour moi, c'est quels que soient les risques qui sont là. Je pense que les raccourcis créés par le numérique dépassent de très loin les risques encourus. Voilà, donc pour ça, c'est fondamental. Je pense qu'il y a un effort à faire dans le cadre d'une synergie autour des différents acteurs autour du numérique. Je pense que Mme en a parlé tout à l'heure dans la question de l'égalité et du numérique. Merci. Aïda.
Alors, très rapidement, c'est vraiment poursuivre les pas du directeur en disant que quand on parle de confiance numérique, à la fin, je pense qu'il y a juste il y a un très grand besoin de collaboration entre le secteur privé et le secteur public, spécialement les régulateurs, sur tout ce qui porte sur la régulation de ce secteur et sur la mise en confiance des consommateurs et des citoyens de manière générale. En tout cas, les GAFA, comme on nous appelle, sont ouverts et j'espère que c'est le début de plus de discussions et aussi de plus de pratiques pour garantir cette confiance. Merci donc à tous les panélistes. Pour ma part, j'espère, c'est vraiment une conviction chez moi, que c'est la confiance en notre expertise qui vous a retenu jusqu'à présent. Si tel est le cas, vraiment, je pense que le cadre de confiance est déjà créé pour des discussions futures. Je remercie le ministère des Télécoms qui est le maître d'œuvre. Tous les participants, les panélistes qui ont sacrifié leur temps et leur énergie, et surtout le public qui a, malgré leur tardive et les contraintes de retour, resté quand même jusqu'à la fin. Si vous m'avez permis d'applaudir vraiment très fort, je vous applaudirai. Je vous remercie.